Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce principal rendez-vous d'information de la mi-journée sur BB24. La communauté internationale célèbre ce 25 août la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Une occasion pour réfléchir sur les causes historiques de cette tragédie et aussi pour perpétuer la mémoire. Le livre, au-delà de ses fonctions traditionnelles, peut contribuer au développement de la culture. Comment y arriver? Happy Goudou, gestionnaire de patrimoine, nous en parle. Et puis la dépression, une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. C'est un trouble qui peut être à la fois biologique, psychologique et social. Ce 25 août marque la célébration de la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. C'est en 2008 que cette journée a été célébrée pour la première fois pour rendre hommage à ceux qui ont souffert et sont morts aux mains de ce système cruel. La traite négrière, c'est plusieurs siècles d'esclavage dont on se souvient encore aujourd'hui. C'est ce que nous disent Yves Agodo-Kwesi et Ulvaeus Balogun. Des milliers d'Africains faits prisonniers, transportés par bateau et vendus comme esclaves dans des conditions pénibles. Nous sommes au début du XVIe siècle. Le commerce triangulaire qui venait de commencer impliquait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Durant près de 3 siècles, plus de 20 millions d'Africains furent ainsi réduits en esclavage pour des raisons économiques. Aujourd'hui encore, l'on se souvient. Lorsque nous parlons de l'histoire des Noirs, c'est un devoir de mémoire pour nous de rappeler qu'il y a au moins 12 millions des nôtres qui ont été dessouchés, n'est-ce pas, de leur terre natale, qui ont été déracinés de leur terre natale, qui ont été éloignés des bases de développement et de construction, n'est-ce pas, de leur pays, de leur terre, l'Afrique. Imaginez que des millions d'hommes sont partis de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais tous les 3 ans, les esclaves qui sont partis meurent, compte tenu du rythme de travail qu'on leur donne, d'où le renouvellement permanent et la recherche permanente d'hommes pour les remplacer. Ils travaillaient dans les mines, dans les plantations. En Amérique du Sud, c'était principalement le sucre. Et aux États-Unis, c'était le coton. Donc à partir de ce moment, le rythme de travail était tel qu'ils étaient des bêtes de somme. Des hommes, femmes et enfants vendus comme des bêtes dont la mémoire est maintenant restaurée à la faveur du projet La Route de l'Esclave. Quand la Route de l'Esclave, le projet a été initié, présenté par le Bénin et Haïti en 1989 pour déboucher sur le principe de tenir un colloque international pour lancer le projet, c'est le Bénin qui l'a abrité en septembre 1994 à Ouidah. C'est dès ce moment que identifier, retenir, restaurer, les sites de mémoire ont été retenus. Parce que la route de l'esclave, c'est l'histoire de la déportation des Africains dans le monde. Identifier les sites de mémoire permet de ne pas faire oublier. Ne pas oublier. 25 ans après le lancement de la route de l'esclave, c'est une vision globale de la répercussion de la traite négrière en Afrique. Et mieux. Je crois qu'on se concentre beaucoup aussi sur aujourd'hui le contemporain. De refaire revivre la mémoire de l'esclavage à travers les sites patrimoniaux pour que les gens puissent visiter des endroits qui ont trait à l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage. Ça fait revivre un peu, mieux comprendre l'histoire. Si faire cesser la traite négrière a été un combat long et difficile, il importe aujourd'hui de ne pas oublier cette période de l'histoire. Ça participe de notre histoire. Ça participe de notre histoire, de sa reconnaissance, et ça permet de ne pas oublier, comme je l'ai dit, l'enseigner dans les établissements secondaires. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a créé également des kits scolaires pour les écoles, pour qu'on n'oublie pas. C'est essentiel de ne pas oublier. S'en rappeler pour assumer son passé sans problème et surtout pour construire un futur où la mémoire reste vive et célébrée.
C'est un document écrit formant unité et conçu comme tel, composé de pages reliées les unes aux autres. Le livre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a pour fonction d'être un support de l'écriture permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. Cependant, le livre peut-il être un facteur de développement culturel? Happy Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, nous en parle. Suivons-le. Le livre est l'instrument privilégié du savoir et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance. Et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc, de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc, ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. Intéressons-nous à présent à ces moments difficiles qui surviennent à tout âge dans la vie. Un deuil par exemple, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie et personne n'est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui guette quand on y prend garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte les comportements. Quels sont les facteurs de risque et la prise en charge appropriée? Élément de réponse dans ce reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide, les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie,
de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. Hors du Bénin à présent, en Côte d'Ivoire, les autorités ont démarré le 17 août dernier l'enfouissement de plusieurs dizaines de tonnes de volailles abattues dans la localité de Bondoukou, située dans le département de Grand Bassam, à 40 km au sud-est d'Abidjan. Cette démarche vise à enrayer la propagation de l'épidémie de grippe aviaire dont la souche hautement pathogène de type H5N1 avait été signalée dans la zone au début de ce mois. Cette épidémie en Côte d'Ivoire intervient après le déclenchement du même épisode au Ghana en juillet, au Mali en mai dernier. Dans un tel contexte, de nombreux observateurs estiment qu'une contamination a eu lieu par le biais des échanges transfrontaliers de produits agricoles ou par des oiseaux migrateurs provenant de ces deux pays voisins. Et quelques autres informations, toujours de l'interactualité, dans ce condensé présenté par Émile Azopota. Entre la sécheresse au Canada, une récolte russe décevante et une forte demande mondiale, le prix des céréales s'envole. Du pain béni pour les agriculteurs français. Au lundi 23 août, les moissons ne sont toujours pas terminées. Dans le nord de la France, comme en Normandie, des moissonneuses batteuses sont encore dans le feu de l'action. Cette année, la récolte de céréales démarrait tardivement sous les prolongations. Malgré les épisodes pluvieux qui ont compliqué la tâche dans les champs, le moral est quasi au beau-fixe pour les céréaliers français. Pour preuve, la tonne de blé tendre livrée à Rouen a franchi le seuil des 250 €, soit plus de 163 000 francs CFA la tonne. Israël vient de lancer une campagne de tests sérologiques anti-Covid-19 pour les enfants de 3 ans et plus. Il s'agit d'étudier les anticorps développés par les jeunes non vaccinés à la veille de la rentrée scolaire. Objectif, éviter le report de la rentrée des classes le 1er septembre prochain. Les tests permettront de vérifier si les élèves ont été déjà touchés par le coronavirus sans le savoir. Pas de quarantaine pour les enfants qui ont développé suffisamment d'anticorps, même s'ils sont en contact avec des personnes contaminées. C'est ce que prévoit ce projet qui est mené conjointement par les ministères de la Santé et de l'Éducation et aussi par les services de santé de l'armée israélienne. Cette campagne de tests sérologiques gratuits par simple piqûre au doigt est destinée aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Les adolescents, eux, peuvent depuis le début de l'été recevoir la double dose du vaccin anti-Covid-19. Un tour en Haïti pour finir, un sentiment d'abandon par les autorités. Plus d'une semaine après le séisme meurtrier de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter, Haïti tente de panser ses plaies. Selon un bilan provisoire, 2200 personnes ont trouvé la mort dans la catastrophe.
Les besoins des sinistrés sont immenses, tandis que l'aide humanitaire a bien du mal à être acheminée. Après l'effort, l'heure est à l'incompréhension chez certains Haïtiens qui se sentent abandonnés par l'État. C'est la fin de ce journal disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.